bêtises. Jean-François Métral, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie de cette belle équipe, de cette belle unité de recherche, formation et apprentissage professionnel, et je travaille à l'Institut Agro Dijon. Et donc, je vais essayer de reprendre un petit peu, repartir de la problématique aussi qui avait été soumise pour ce séminaire. Et dans un premier temps, je vais essayer de faire une brève synthèse de ce que j'ai compris, des points principaux que j'ai retenus de la manière dont cette problématique a été abordée. Et en partant de l'idée qui a été beaucoup travaillée dans les différentes communications, qui est que les référentiels sont porteurs de représentations du ou des métiers, emplois, notamment de chercheurs, et que ces référentiels sont aussi des construits sociaux qui sont le fruit de compromis, hein, avec une visée normative, comme nous l'ont rappelé Stéphane et Clélia, hein, et donc ils nécessitent des choix dans ce qu'ils affichent. Et par exemple, je me faisais la réflexion quand j'entendais qu'il y avait des compétences qui étaient présentes ou absentes et qu'on allait chercher ces présences-absences. Est-ce que ces présences ou absences sont le fruit de choix avec des finalités particulières ou le fruit d'oubli par rapport à une méconnaissance du travail? Ces référentiels, ils sont situés, on l'a entendu à plusieurs reprises, hein, situés culturellement, géographiquement. On a parlé d'un référentiel conçu par les chercheurs anglais, par exemple, et qui serait plus ou moins applicable en France, hein, et aussi scientifiquement, au sens où il véhicule un certain nombre de conceptions épistémologiques, j'y reviendrai à la toute fin, qui vont se traduire dans la forme, le contenu de ces référentiels. Et puis, Stéphane et Clélia viennent de nous le rappeler, hein, ils sont situés aussi historiquement et plus globalement institutionnellement, ces référentiels. Et donc, quand ils sont conçus par une institution et qu'ils pénètrent dans une institution comme l'université, par exemple, eh bien, ils vont rentrer dans une culture qui n'est peut-être pas celle avec laquelle ils ont été construites, ce qui pose un certain nombre de difficultés ensuite. Ces référentiels, leur conception et leurs usages sont toujours soumis à l'appropriation qu'en font les acteurs, hein. Autrement dit, ils viennent s'inscrire comme des instruments de l'activité de ces acteurs, et donc les acteurs vont se les approprier. C'est ce que vient de dire finalement Stéphane, hein. C'est des instruments et c'est des artefacts, on pourrait dire, si on prenait la distinction, et les usagers vont en faire ce qu'ils en ont, ce pourquoi ils en ont besoin, on pourrait dire. Et ils vont éventuellement les transformer dans cet objectif-là. Mais cependant, hein, ces référentiels, ils ont un pouvoir normatif fort, avec des effets dans ce qu'ils donnent à voir des emplois et éventuellement du travail visé, hein, donc dans ce qui permettrait de se débrouiller de ces emplois. Et puis, ils ont des effets en termes normatifs sur ce qu'il est possible de faire avec eux et sur les effets qu'ils vont avoir en termes d'apprentissage et de professionnalisation. C'est là aussi ce qu'on vient d'entendre est éclairant de ce point de vue-là. Et puis aussi en termes d'évaluation et de valorisation de la professionnalité ou de l'employabilité qui va être possible, donc rendu possible par ce qui figure dans ces référentiels, par la forme dont ils vont prendre, par les éléments qui vont figurer. Par exemple, est-ce qu'il y a des critères, des indicateurs d'évaluation de la compétence qui est ciblée ou pas? Donc tout ça rend ces outils plus ou moins appropriables et utilisables pour faire certaines choses. Et puis un dernier point que j'ai compris, et là aussi j'y reviendrai à la fin, c'est que ce sont des outils qui se situent d'une certaine manière à l'interface entre différents mondes, ne serait-ce qu'entre le monde professionnel et le monde de l'université ou de l'enseignement supérieur, parce qu'il a été beaucoup question de l'université, mais dans l'enseignement supérieur, il y a aussi des écoles, et pour lequel la question des référentiels de compétences ne se pose peut-être pas de la même manière qu'à l'université, hein, ou en tout cas dans les écoles, la question du travail, des emplois visés est peut-être plus facile à cerner, encore que. Alors, quelques points sur lesquels je vais revenir. Alors, je vais vite, mais et qui m'ont frappé, sur lesquels je vais essayer de développer un petit peu. C'est quels sont les usages, par quels usagers et dans quel cadre.
qui sont ressortis dans vos présentations. Qu'est-ce qu'on peut dire de la conception de ces référentiels? Par quel concepteur? Pour quels enjeux et dans quel cadre, là encore? Et puis, deux questions que je me suis posées, c'est ces référentiels, est-ce qu'on doit les prendre en tant qu'on doit les envisager comme un des instruments au sein d'un système d'instruments qui vont fonder une référence en vue de la formation et en vue de l'employabilité? Puis deuxième question, dans la relation entre référentiel et employabilité, il me semble que derrière, il y a un certain nombre, il y en a au moins une, mais il y a un certain nombre de questions épistémologiques et praxis pour les chercheurs à considérer si on veut s'emparer de cette question-là. Et parfois, elles restent implicites, ce qui fait qu'on ne sait pas bien si les chercheurs, ou même d'ailleurs les concepteurs, les usagers, en ont conscience de ces questions. Ça va s'éclairer à la fin, enfin j'espère en tout cas, derrière ces grands mots que j'ai pu mettre. Alors, d'abord, quels usages, pour quels usagers, par quels usagers et dans quel cadre? Ce qu'on voit dans ces présentations, c'est qu'il y a des usages et des fonctions multiples au risque de l'inutilisabilité de ces référentiels. C'est-à-dire qu'un même référentiel va mixer différents enjeux, différents usages ciblés qui font que Maillard disait que ces référentiels, parfois, alors elle le disait à propos des référentiels de l'enseignement professionnel technique, hein, mais ils ont de trop grandes ambitions qui les rendent carrément illisibles et inutilisables. Dans vos communications, par exemple, on voit qu'ils peuvent servir à l'ingénierie de formation, à définir les finalités de la formation, servir de référence, hein, ce qu'on appelle la référence en didactique, ou alors servir à rendre cohérente une maquette de formation. Hein. À partir de ça, on va essayer d'avoir un alignement pédagogique entre le référentiel, les référentiels, on pourrait dire, celui de professionnel, le référentiel de certification, et puis même si au sens institutionnel, ça n'existe pas, le référentiel de formation, puisque de toute façon, à un moment ou à un autre, il va être question des contenus de formation, Stéphane l'a bien montré là encore, même si, au sens strict, il n'y a pas de référentiel. Il va y avoir des usages pour l'ingénierie des parcours de formation et de professionnalisation, et notamment quand on cherche à intégrer l'expérience vécue avant par des professionnels ou les expériences de stage ou les expériences des périodes en milieu professionnel. Et donc, il va y avoir un usage pour accompagner éventuellement des personnes dans leur parcours de vie parfois, hein, pour inscrire la formation qu'ils vont vivre à ce moment-là et les compétences qu'ils vont pouvoir y développer dans cette perspective passée et future de leur vie. Il va y avoir des usages directs pour la formation. Hein. Par exemple, Sandrine, et mince, j'ai mangé son prénom, nous ont présenté un usage pour la production d'écrits de l'expérience, et Margot, voilà, en vue de produire donc des apprentissages. Il va y avoir aussi une volonté d'utiliser ces référentiels dans la communication, l'information, sur la formation et sur ce qu'elle peut produire comme compétences, ou permettre à ceux qui en sortent de valoriser ce qu'ils ont appris. Et puis, d'une certaine manière, même s'il n'en a pas été question comme ça, pardon Thomas, je n'ai pas mis votre prénom, mais dans la communication avec Jamila, il me semble que ça a servi aussi à la professionnalisation des équipes pédagogiques, parce qu'en travaillant autour de la maquette, de l'analyse des emplois, et puis en construisant tout ça dans une approche, dans une volonté d'approche par compétence, on professionnalise ces acteurs à cette approche-là et une certaine manière de penser les choses. Et donc, le référentiel devient d'une certaine manière l'outil qui permet ça. Alors, je l'ai déjà dit, mais c'est important de le considérer. Partout, dans toutes vos communications, les cadres institutionnels, notamment, apparaissent. Et donc, il est toujours bon de se questionner sur ces cadres institutionnels prescriptifs, mais aussi les cadres organisationnels, ne serait-ce que l'organisation des formations. Est-ce que c'est pareil, la conception et les usages dans une formation scolaire, même professionnelle, et par la voie scolaire, on va dire, ou par la voie de l'apprentissage? Et puis, il y a des cadres culturels, hein, dans lesquels s'inscrivent aussi ou non ces référentiels. Et il est toujours bon d'avoir ça à l'esprit, parce que
ça donne une coloration et ça permet de comprendre un certain nombre de formats que prennent ces référentiels ou leurs usages. Et puis, bien sûr, ça s'inscrit dans une histoire globale du système de la formation, hein, mais aussi une histoire des institutions qui vont contraindre, orienter, colorer les usages qui en seront faits. Je parle beaucoup. Hein. Si on regarde du côté de la conception, je crois qu'il y a quelque chose peut-être qui est moins apparent qui transparaît mais sans être explicitement ciblé dans vos communications, c'est la question de l'importance de l'activité des concepteurs et puis de l'activité des usagers. Ce qu'on peut retenir de cette activité, c'est que dans le passage des référentiels vers l'employabilité ou l'inverse, de l'employabilité vers les référentiels, l'activité des concepteurs est importante à analyser parce qu'elle va là aussi colorer ce qui va figurer dans le référentiel. Ces concepteurs, ils y impriment une part de leur représentation de ce qu'est par exemple l'emploi visé, coloré éventuellement parce qu'ils savent de leur formation. Et aussi parce que c'est eux qui vont opérer la réduction dont je parlais tout à l'heure, c'est eux qui vont faire éventuellement les choix de ce qui va figurer ou pas dans le référentiel. Et puis, il y aura aussi, comme je le disais, celle des usagers qui est importante à prendre en considération parce que c'est elle qui va interpréter le référentiel au moment de son usage pour essayer de lui redonner toute l'épaisseur de l'activité visée. En tout cas, dans les deux cas, ça met en jeu la connaissance qu'ont les concepteurs et ou les usagers de ce qui est ciblé, des emplois, du travail qui est ciblé, parce que c'est ça qui va permettre de réduire, puis de redonner du volume au référentiel, de le réduire à partir du travail réel en référentiel, puis du référentiel en formation, puis en employabilité. On a aussi entendu des questionnements hein, sur, ah oui, je ne l'ai pas dit, mais sur les méthodes qui vont être déployées pour élaborer cette référence. Alors évidemment, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, je pense Stéphane qui serait dit, hop, pour autant, je crois qu'il ne faut pas jeter les outils qui peuvent éventuellement nous aider. Alors probablement pas à l'analyse du travail, en tout cas pas en l'état, je ne sais pas trop. Par contre, pour ce qui est de l'analyse des emplois, ma foi, pourquoi pas. Analyse des emplois qui fait partie de l'analyse du travail, hein, je le rappelle, il me semble en tout cas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces méthodes, parce qu'on a parlé aussi de prospective, en tout cas, il faut faire attention parce que même dans les entretiens, quand on a une approche qualitative, ces méthodes pour recueillir et formaliser ce qu'est la référence qui va servir au référentiel, elles vont devoir faire avec les vulgates qui circulent sur le travail. Il y a tout un tas d'allants de soi, de choses qui circulent sur les compétences transversales, enfin j'en passe et des meilleurs, on doit pouvoir repérer pour les creuser et les mettre à l'épreuve de ce qui est réellement l'activité, le travail ciblé. Hein. Et c'est particulièrement vrai quand on travaille sur la prospective. Hein. Je vous ai mis une petite référence à Juan Sebastián Carbonell et son ouvrage Le futur du travail, où il montre bien que les discours sur le futur du travail, sur les évolutions du travail, ou je devrais dire des emplois, sont matinés de tout un tas d'enjeux pour ceux qui les tiennent. Des enjeux qui n'ont rien à voir avec ce qu'est vraiment le travail. Et donc, en définitive, ces discours ne disent que peu de choses de ce qui évolue réellement dans le travail des personnes et auquel on veut former les personnes. Et donc, il est toujours bon d'aller creuser ces aspects-là. L'idée n'est pas d'être des futurologues, mais bien de s'interroger sur quelles sont les évolutions des situations de travail. Est-ce qu'elles changent fondamentalement le cœur du travail qui est visé, ou est-ce que ce sont des ajouts de tâches, voire des évolutions d'instruments d'une tâche qui ne changera pas, hein, mais on a un instrument supplémentaire. Il y a des très beaux travaux là-dessus, sur par exemple, ce qui me vient, c'est les garages connectés, hein, où on montre qu'en définitive, les meilleurs professionnels n'utilisent pas la valise de diagnostic pour leur faire le diagnostic, mais comme un instrument parmi d'autres pour faire eux-mêmes le diagnostic. Et donc, que quand il y a une situation complexe, ce à quoi ils reviennent, c'est leur connaissance du fonctionnement du moteur thermique
puis du moteur électrique. Et donc, on voit que le cœur du travail, il reste autour de ça, avec la valise numérique. Bon, on pourrait aller plus loin, mais en tout cas, elle ne révolutionne pas nécessairement l'activité de diagnostic de ces personnes-là. Donc, en tout cas, ce que vous dites aussi, il me semble, vous me dites si je suis trop long, c'est que cette phase de conception, elle gagne à s'interroger sur est-ce que c'est une conception pour l'usage, est-ce que c'est une conception dans l'usage, je ne sais pas si vous faites la différence, ou est-ce que c'est une conception à partir de l'usage. Bref, comment dans la conception, on prend en considération l'usage qui va être fait, et notamment l'usage en formation. Comment les concepteurs anticipent ça. Et dans beaucoup de vos présentations, on est centré sur le référentiel professionnel. Et puis, l'aspect formation, il vient après, un peu comme s'il était à la remorque. On fait d'abord l'analyse du métier, puis on s'intéresse à la formation. Alors, je ne sais pas si c'est le cas véritablement, mais en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Et donc, ça pose une question de où est l'usage dans la conception et du coup, comment ce qui est conçu comme référentiel va être utilisable par ceux qui vont avoir à le faire. Bon, je vais aller un peu plus vite. Bon, je rappelle que les cadres, enfin la conception s'inscrit dans des cadres, vous n'avez pas cessé de le dire, et que par exemple le France Compétences ou tel certificateur impose qu'il y ait 4 blocs de compétences et qu'en plus ce soit tous les mêmes dans tel diplôme. Et donc là, pour prendre en compte la diversité des emplois, la chair du travail, ça devient plus compliqué. Et puis, malgré ce qu'a dit Stéphane, je crois qu'on gagnerait quand même à s'interroger sur à quel type de référentiel on fait référence et quels sont les types de référentiels qu'on analyse. Parce que vous avez beaucoup parlé on parle de référentiels en général. On a vu apparaître à certains moments référentiels professionnels, de certification, de formation, pas trop. Mais donc, on gagnerait peut-être à préciser quel est le type de référentiel sur lequel on travaille. Et puis aussi parce qu'il y a des méta-référentiels, là encore on l'a évoqué avec le travail de Chiara Paccola, notre collègue italienne, des méta-référentiels qui ne sont aucun de ces 3 types-là, mais qui vont quand même imposer des normes qui vont s'imprimer dans les référentiels qui vont leur être associés. Bon, ça je passe. Ce que l'on peut observer aussi dans vos contributions, il me semble, c'est que la conception des référentiels, elle implique toujours plus ou moins un travail collectif. Alors, il est plus ou moins collectif, même le référentiel, à la fin, est le fruit d'une seule personne, enfin, est formalisé par une seule personne. Et d'une certaine manière, ce qu'on avait étudié avec un collègue dans la conception des référentiels dans l'enseignement agricole, c'est que cette construction collective, elle est garante, en tout cas, elle constitue un élément favorable à la qualité de ce qui est produit, parce qu'elle va permettre, par exemple, de discuter, de dialoguer, d'aller plus loin sur tel et tel terme, sur tel et tel critère, indicateur de la compétence. C'est vrai, mais si elle s'inscrit dans un cadre de pensée et un paradigme de pensée de la compétence et de la transposition du travail vers la formation, qui est au moins plus ou moins partagée. Et si on ne s'écharpe pas sur ma définition de la compétence, c'est ça, on n'est pas d'accord, ça ne marche pas. Enfin, voilà. Si on a un cadre de pensée commun, ou s'il se construit d'ailleurs au fur et à mesure du travail sur la conception du référentiel, alors le travail collectif devient une ressource intéressante. Et c'est aussi ce que montrait Stéphane dans un article intéressant sur la conception des référentiels d'une formation d'ingénieur. C'était un article je n'ai pas noté la date, mais qui était intéressant dans ce sens-là. 2014, c'est ça. Autre élément qui m'a semblé percevoir, c'est qu'elles esquissent comment ces référentiels, que ce soit dans leur conception ou dans certains de leurs usages, peuvent jouer le rôle d'objets frontières qui permettent le dialogue entre des univers qui, sinon, auraient tendance à s'ignorer, on pourrait le dire, et notamment le monde professionnel et l'enseignement supérieur. Et éventuellement aussi entre des fonctions de ces univers, entre un responsable de formation et les enseignants, par exemple. Donc, ça va permettre de jouer à la frontière entre des métiers et de les mettre ensemble autour d'un instrument qui va les amener
à réfléchir ensemble et d'une certaine manière à se former ensemble, comme je l'ai esquissé tout à l'heure. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que certains des acteurs de la conception, notamment, vont jouer, mais aussi dans l'usage d'ailleurs, vont pouvoir jouer le rôle d'acteurs frontières, et peut-être même qu'ils sont essentiels, ces acteurs-là, pour la conception, c'est-à-dire ces acteurs qui vont circuler entre les différents mondes, entre l'enseignement supérieur et le monde professionnel, vont pouvoir jouer un rôle important tant dans la conception que dans l'appropriation que les acteurs vont pouvoir se faire de ces référentiels en vue de leur usage. Il m'a semblé percevoir ça, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé à travers l'accompagnement qu'on a. Alors, je me réfère à l'univers que je connais, l'enseignement agricole technique, où on a tout un système d'appui à l'enseignement agricole qui, à partir des référentiels élaborés, vont les accompagner dans les équipes pédagogiques pour que celles-ci puissent s'en emparer pour la formation. Je l'ai esquissé, je vais aller vite parce que je vais commencer à prendre beaucoup de temps. C'est intéressant peut-être de se poser la question des autres instruments qui gravitent autour du référentiel, voire des autres instruments autour duquel gravite le référentiel, parce que ce soit dans les usages ou dans la conception, ils ne sont jamais seuls, et on le voit dans vos communications, hein, apparaissent les maquettes, apparaissent, j'en ai noté un autre, la fiche du doctorat, alors on n'a pas entendu ça, mais syllabus, le livret de l'étudiant, et même parfois des documents d'accompagnement. On a le référentiel, mais pour faciliter la prise en main, à côté, on a d'autres documents. Et des fois, ces documents en disent plus sur les emplois et le travail visés, sur la transposition vers la formation, que le référentiel lui-même. Une dernière question, et c'est sans doute une évidence pour vous, hein, mais comme je le disais, cette question posée par la journée d'études, ce séminaire, hein, elle renvoie à des questions épistémologiques et praxéologiques, au sens de théorie de l'action, hein, que d'une certaine manière, tous ceux qui conçoivent, utilisent ou étudient les usages ou la conception des référentiels se posent ou devraient peut-être se poser de manière explicite. Et je l'ai formulé de la manière provisoire, hein, que vous voyez, c'est quel est le cadre épistémologique et praxéologique que je mobilise pour penser, élaborer ou étudier les référentiels et les finalités, leur lien avec les finalités de formation et leur cohérence avec les contenus et les modalités de formation. Je ne sais pas si je suis très clair, en plus je l'ai redit différemment. Mais c'est d'autant plus important de se poser ces questions-là, et je vais expliciter un tout petit peu après, que ces référentiels, comme je l'ai dit, ils vont imposer des normes qui vont se traduire non seulement dans les discours, mais dans ce qui sera possible de faire en formation, dans ce qui sera apprenable et appris en formation, et aussi de ce qui sera faisable dans les accompagnements. On l'a évoqué, alors on a évoqué cette question et beaucoup autour de la question de la compétence. C'est quoi la compétence? C'est quoi les épistémologies qu'il y a derrière telle ou telle manière d'appréhender la compétence? On a entendu aussi un tout petit peu le concept de professionnalité. Par contre, la question que je me suis posée, oui, eh ben, je vais aller très vite. La question que je me suis posée, c'est, on ne l'a pas du tout évoqué pour l'employabilité. J'ai très peu entendu de choses sur l'employabilité, sur sa relation aux compétences et à leur élaboration. Et donc, est-ce que, en définitive, la question qu'on pourrait se poser, c'est dans quelle approche se situent vos différentes contributions, les usages que vous mentionnez ou les méthodes de conception que vous proposez? Est-ce que l'employabilité, la compétence aussi, s'inscrit dans une approche individuelle ou ce que certains appellent une approche globale, c'est-à-dire qui intègre aussi la situation, le contexte culturel, institutionnel dans lequel elle va se déployer. Hein. L'employabilité, pour certains, c'est porté par l'individu, pour d'autres, ça dépend aussi du marché du travail. Hein. Et donc 100% d'insertion ne signifie pas qu'il ne faut pas se poser de questions sur l'employabilité, parce que si demain l'univers du travail change, on risque d'avoir des soucis. Est-ce que c'est une approche universaliste ou une approche située, là encore? Est-ce que je fais un référentiel de compétences complètement destitué, dont j'ai prétention à ce qu'il soit valable partout dans le monde, ou est-ce que je le prends en considération le fait qu'il va avoir des usages dans certaines
cultures, dans certaines institutions, dans certains lieux éventuellement. Et encore plus que ça, on dit qu'en France, l'approche de la formation professionnelle est adéquationniste et qu'elle le serait encore plus avec les impulsions données par France Compétences, hein, alors qu'ailleurs, elle serait, en Angleterre par exemple, ou en Suède, elle serait plus transversaliste, au sens où on préférerait développer des compétences transversales qu'ensuite on irait appliquer dans les situations de travail. C'est pas moi qui le dis comme ça, hein, mais donc, est-ce qu'on est plutôt dans une logique adéquationniste ou transversaliste? En tout cas, quelle est la logique dans laquelle on s'inscrit? Et puis, dernière question, on a vu apparaître à beaucoup de moments hein, l'idée, la question des formations, des dispositifs de formation, que je transfère, moi, en parlant de parcours de professionnalisation. Et d'une certaine manière, vos communications, les usages, la conception que vous rapportez des référentiels semblent parcourus par l'idée que l'employabilité serait le résultat du parcours de professionnalisation guidé par le référentiel. Ce que certains auteurs nuancent en disant que l'insertion n'est pas nécessairement automatique parce qu'on a eu un beau parcours de professionnalisation. Il y a tout un tas d'autres facteurs qui interviennent dans le fait qu'on va pouvoir trouver ou non un emploi, qu'on va pouvoir y réussir. Et donc, il y a quand même des questions à se poser sur cette relation entre référentiel et employabilité. Et moi, ce que je propose, en tout cas, c'est de dire que si on veut travailler cette relation, alors il faut se poser des questions sur c'est quoi les parcours de formation ou les parcours de professionnalisation qui vont faire le lien entre référentiel et employabilité, et que pour concevoir des référentiels, pour les utiliser, il faut avoir en tête des modèles de ce que sont ces parcours. Donc des modèles, on a entendu des modèles du mouvement ou de la dynamique de développement des compétences, parce que plus ou moins explicitement, ces modèles-là, ils sont implémentés dans les référentiels ou dans leurs usages. Et donc, deux questions pour terminer. C'est comment les référentiels peuvent s'emparer de ces mouvements-là et y faire figurer des repères, faire figurer des repères pour les usagers notamment, et comment ils vont pouvoir constituer des outils qui vont venir s'inscrire dans les parcours pour aider au parcours des futurs professionnels que l'on souhaite employables. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup Jean-François. Et donc, on lance pour 15 minutes de discussion. Voilà, donc allons-y. Jamila, c'est C'était pas juste une question, une discussion. Jean-François, merci pour cette synthèse. On pourra avoir tes notes. Oui, tes notes brouillonnes, s'il te plaît. Merci. Je suis d'accord, c'est un brouillon intéressant quand même. Question. Non, merci pour cette synthèse. Mais alors, tu t'imagines sur quoi je vais te questionner, c'est sur le temps, les temporalités, tu vois, parce qu'il y a on voit bien qu'il y a différents temps, que ce soit sur le processus de construction, l'adaptation, la collaboration, pour arriver à des sortes de compromis sociaux, entre guillemets, moi j'appelle ça des compromis sociaux. Alors, la question porte plus exactement sur le séquençage. Est-ce que tu repères, comme tu as travaillé aussi un peu sur les temporalités, est-ce que tu as repéré des temps spécifiques, notamment à la construction, je dirais, du référentiel, mais je pose à d'autres. Est-ce qu'il y a des temps qui sont plutôt des temps de retrait? Voilà, dire voilà, là, on ne sait pas bien. Et puis, est-ce qu'il y a bien sûr des tensions temporelles, j'imagine, dans ces dynamiques? Alors, je pose aussi la question à l'ensemble. Mais on ne va pas faire une seconde journée, mais voilà, c'était juste voilà, un retour par rapport aux questions des dynamiques temporelles. Alors, j'ai pas travaillé sur les temporalités de la conception, même si quand on a analysé la conception dans l'enseignement agricole, on a vu apparaître
ces questions temporelles, ces pressions temporelles. Par exemple, on vous demande de rénover un diplôme professionnel en quelques mois, et puis de le faire en plus tous les 5 ans. On a vu aussi apparaître quelque chose qui, pas institutionnellement, mais c'est classique, hein, dans les descriptions qui étaient faites par le ministère de l'Agriculture, on avait des étapes qui succédaient dans la conception des référentiels. Puis quand on s'est intéressé au travail des gens, vous voyez que ça collait pas du tout, parce qu'en fait, il y a évidemment des itérations, des retours en arrière, voire des retours au départ, qu'il y a des frottements. Donc il y en a qui ont avancé, d'autres qui ont avancé de leur côté, et puis ça colle pas, ça frotte, ça se bat, donc ça, voilà. Tout ça étant très productif, hein, parce qu'à la fin, ce qu'on constate, c'est que c'est très intéressant, parce que ça amène les gens à discuter de vraiment c'est quoi le travail qu'on veut prendre comme référence, hein. Donc ça, c'est une première manière de répondre. Mais en fait, la question, moi, qui m'interroge, et celle qui est probablement au cœur d'un certain nombre d'interrogations des acteurs, c'est comment on intègre ces questions-là de temporelles, de parcours, puisque c'est au cœur de la loi, hein, la notion de parcours. C'est comment on les intègre, ces notions-là, dans les référentiels. Alors, dans les usages, peut-être que c'est un peu plus facile, encore que, on voit bien que dans l'ingénierie qui est faite des formations, l'idée du temps, l'idée du parcours de formation, de la manière dont ce parcours s'inscrit dans un parcours de professionnalisation, et donc des différentes étapes qu'il faut passer pour apprendre, de l'ordre dans lequel elle s'inscrit, de la durée que doivent prendre chacune de ces étapes, tout ça, bon, c'est très très peu travaillé, hein. Et donc ça vaudrait le coup probablement de travailler ces questions-là dans une perspective de certification. Et puis je ne parle pas dans la certification elle-même, hein, dans l'évaluation, comment c'est ce temps d'apprentissage, et ce temps, il est présent dans l'évaluation même, du moment, ne serait-ce que le moment où elle arrive, cette évaluation certificative pour le coup. Juste Jean-François, il y avait une autre question? Ouais. J'ai juste une question parce que ça m'a intéressé ce que vous avez dit à la fin sur la dynamique du référentiel, enfin de la dynamique que le référentiel doit pouvoir capter. Et je me suis demandé, est-ce que vous pensez, et si oui, comment, que le référentiel, il doit sortir du tableau? Le référentiel, c'est un tableau. Enfin, les référentiels d'évaluation, de compétences, d'activités, ce sont des tableaux. Donc, il y a quelque chose qui se fige dans le tableau. Et puis, en plus, il y a une sorte d'analogie avec le monde du tableur Excel cher à Stéphane. Est-ce que le référentiel doit sortir du tableau et si oui, comment? Alors oui, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, les formats imposés pour les référentiels, mais aussi un certain nombre d'outils qui sont utilisés, parce qu'après, par exemple, quand on fait une maquette de formation, elle doit s'inscrire dans des outils informatiques à l'université, tout ça, et ça contraint la forme et éventuellement ce qu'on met à l'intérieur. Et donc, c'est une bonne question. Est-ce que le tableau, on doit sortir du tableau? Moi, je ne sais pas s'il faut sortir du tableau, mais en tout cas, ça permet certaines choses, ça n'en permet pas d'autres. Ça, c'est sûr. Donc, peut-être que plutôt que de sortir d'une forme pour aller vers une autre, qui aura elle aussi de toute façon hein, ses limites, c'est intéressant de se questionner sur les limites de la forme qu'on donne et peut-être de voir s'il y a des formes complémentaires qui permettraient de donner peut-être de la respiration au référentiel et puis de permettre une meilleure appropriation. Mais je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus. Je fais juste un parallèle, c'est qu'il y a une grosse réflexion actuellement par des collègues sur les formats des articles scientifiques. Il y a des formats standards de ce qu'est un article scientifique. Comment aujourd'hui, notamment les revues, permettent de sortir de ces formats pour y intégrer, par exemple, de la vidéo, y intégrer, je ne sais pas, d'autres ressources, quoi. Et donc, je fais le parallèle, on a des formats, il est toujours intéressant de se questionner effectivement sur comment ils contraignent ce qu'on peut y mettre ou pas. Et sur la dynamique, le mouvement, moi, là non plus, je n'ai pas nécessairement d'idée sur qu'est-ce qui pourrait figurer dans les référentiels, mais ça vaut le coup, probablement qu'il y ait quelques repères, ne serait-ce que sur parce qu'il y en a de fait hein, dans les choix qui sont faits de qu'est-ce que, ne serait-ce que on vise tel niveau à la sortie. On parlait ce matin des chercheurs encadrants. Ça figure dans un référentiel. À la sortie du doctorat, c'est pas ce qui est attendu d'un doctorant d'encadrer. Donc, qu'est-ce qui fait que ça figure quand même dans le référentiel? Ça se situe pas au même niveau dans le parcours de professionnalisation.
hein. Et donc, dans les choix qui sont faits, il y a déjà des choses qui sont faites implicitement. Et avoir des repères aussi sur peut-être ce bloc de compétences-là, il est peut-être intéressant de le travailler avant tel autre bloc de compétences. Des choses comme ça, de progressivité des apprentissages. Enfin, je ne sais pas, je vais pas te dire. Ça mériterait de se travailler avec les acteurs, parce que ça s'inscrit dans toutes les contraintes qu'on a évoquées. Donc, qu'est-ce qui est possible ou pas? Juste une petite précision, puis je passe la parole à Elsa qui a une question à te poser, mais juste dire que effectivement les formats ils contraignent, et tu as fait référence à Star et son collègue Brenner, je sais pas quoi. C'est un bouquin qui s'appelle Arranger les choses, qui montre bien comment la manière dont on catégorise, quand on catalogue, etc., produit, en fait, est issu de choix politiques, etc., et sociaux, et produisent aussi des effets politiques et sociaux. Donc je pense que les référentiels sont un artefact tout à fait intéressant là-dessus, pour dire que c'est aussi un lieu de concrétion d'un certain nombre de choix orientés, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas neutre, quoi. Voilà, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut fabriquer des référentiels qui sortent du cadre? Bah, je pense que Jean-François, tu as fait partie des gens qui ont tenté, avec la didactique professionnelle, de proposer d'autres modèles de référentiels, en particulier dans l'excellent article écrit en 2010 dans la revue Recherche et Formation avec Patrick Mayen et Claire Tourmaine, qui est vraiment un article à lire et à relire en permanence. Non, mais juste dire que, pardon, mais je fais toujours référence à mon univers. Dans l'enseignement agricole, cette question-là, elle se pose depuis la fin des années 2000, hein, puisqu'il y a eu une réforme de la construction des référentiels qui date de 2009, et dans laquelle le choix a été fait d'adopter une approche qu'on appelle, nous, capacitaire, et dans laquelle cette question-là de comment les référentiels qui sont normatifs sont construits dans une approche à partir de l'analyse du travail. Alors, pour le coup, en didactique professionnelle, puisque c'était l'univers de référence qu'avaient ceux qui ont réfléchi cette question-là. Et ce qui est très intéressant, c'est la manière dont ils ont tordu le cadre, dont ils l'ont complété à partir, enfin, en tenant compte de toutes les contraintes dans lesquelles ils se trouvaient, les formats de certains diplômes qui sont imposés, par exemple, par l'éducation nationale dans les bacs pro, et comment, malgré ces formats, ils ont réussi à impulser une dynamique pour faire de cette approche capacitaire quelque chose qui soit vraiment un instrument de pensée des référentiels, mais aussi des formations dans l'enseignement agricole. C'est pas gagné, hein, parce que après, il faut que les enseignants se l'approprient, et ça, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Mais pour dire qu'il y a vraiment ce qui est intéressant, c'est comment les acteurs s'en sont emparés et l'ont tordu pour en faire quelque chose qui semble assez opérationnel aujourd'hui, quoi. Oui, je trouvais la remarque tout à l'heure vraiment intéressante sur cette scénographie des tableaux, enfin des référentiels sous forme de tableaux. Et on peut vraiment se poser la question dans l'enseignement supérieur du type académique, est-ce qu'on a besoin des référentiels? Donc, hein, sachant que le rôle de l'enseignement supérieur, c'est aussi de développer des savoirs, c'est de développer des personnes pour qu'elles puissent s'émanciper. Et accessoirement aussi, donc, hein, les préparer à un métier. Mais c'est accessoire. Enfin, en tous les cas, c'est enfin, j'apprécie les travaux de Michel Fabre, donc, hein, un philosophe de l'éducation, qui pense les formations toujours selon ces trois axes. C'est-à-dire que les formations du supérieur cherchent à développer des savoirs, à développer la personne et à développer des professionnels. Et que, en fait, en fonction des diplômes, on doit être un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Mais il y a toujours ces trois éléments. Est-ce que finalement, les référentiels ne sont pas en train de complètement nous enlever finalement la dimension humaniste de la formation du supérieur? Alors évidemment que je vais dire non. Non, mais parce que mais c'est un postulat, hein, de ma part. Comment je vais dire ça? D'abord, le raccourci qui est fait, c'est que parce qu'il y aurait des référentiels liés au travail, on aurait une formation adéquationniste qui consiste à dire que apprendre via des situations de travail, ça ne permet que d'apprendre le travail et les tâches visées. Moi, et c'est un postulat de la didactique professionnelle, c'est ça qui a généré sa création, hein, c'est que le travail permet d'apprendre bien d'autres choses,
hein, et que c'est une situation potentielle de formation très intéressante. Et qu'après, bien entendu, c'est sa transposition qui va faire qu'on va apprendre telle ou telle chose. Et que de toute façon, quel que soit ce qu'on veut apprendre, il va falloir créer des situations, ne serait-ce que des exercices, pour faire apprendre ce qu'on veut apprendre, y compris des savoirs, hein. Sinon, je vais apprendre le savoir objet, je vais être capable de le réciter. Je saurais bien, je pourrais dans mes soirées du samedi soir dire qu'est-ce que c'est l'employabilité, mais qu'est-ce que j'en fais ensuite? Voilà. Et donc cette idée que de toute façon, dans tout enseignement, il va falloir à un moment donné, pour s'approprier un concept, passer par des tâches, implique qu'il va falloir se poser la question, mais ces tâches, elles sont conçues à partir de quoi? De quelles références didactiques? Alors, ça peut être le travail, ça peut être des références à des situations sociales, ça peut être des références purement disciplinaires, des situations disciplinaires, hein, des situations de mathématiques qui vont permettre la problématisation et d'apprendre à problématiser ou apprendre tel ou tel concept. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours qu'on pense c'est quoi la référence de la tâche que je propose pour apprendre, pour que ce soit clair. Tout simplement parce qu'il y a eu quelques travaux, il me semble, qui ont montré que quand on a des dissonances dans les références qui sont proposées aux apprenants pour apprendre quelque chose, alors la confusion règne et ça leur pose des difficultés d'apprentissage. Je vais essayer de me souvenir d'un exemple qui avait été fait dans un travail pour un concept qui était commun aux à la physique et à la chimie, je crois, en didactique, et donc où les enseignants avaient essayé de se mettre d'accord sur ce concept et comment il pouvait être appris et pourquoi il devait être appris dans les deux disciplines. Et en fait, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que les références, ce à quoi ils se référaient pour faire les situations d'apprentissage, ce n'était pas la même chose et que ça créait tout un tas de discontinuités dans l'apprentissage pour les élèves et ça les mettait en difficulté. Et du coup, ils ne comprenaient pas ce concept-là que je vois en chimie. On me dit, c'est le même concept, le même intitulé, mais je ne comprends pas parce que ce qu'on me dit, ce n'est pas la même chose, quoi. Donc voilà, je ne sais pas bien si j'ai répondu très clairement à ta question. Je ne sais pas s'il y a une réponse claire d'ailleurs, hein, mais bon, c'est mon postulat à moi. Non, merci. Mais je pense qu'effectivement, le fait de penser les tâches, hein, donc, hein, ça peut être fait, ça peut, par exemple, résoudre un problème complexe dans une situation de travail ou résoudre un problème linguistique. Donc, hein, il y a dans le processus de résolution, donc c'est peut-être par cette activité, c'est ce type de tâche, par activité, effectivement, qu'on peut aussi penser peut-être la formation et moins par... voilà. Cela dit, ça ne résout pas le problème qu'ils ont soulevé à la fin, hein. Dans une formation générale où il y a 250, 300, 400 référents métiers possibles à la sortie, voire des métiers qu'on invente parce que France Compétences a décidé ou parce que la loi a décidé que toutes les formations supérieures étaient professionnalisantes, ben là, le problème, il vient de cette décision que toutes les formations universitaires seraient à visée professionnelle. Et peut-être que la référence, ça n'est pas le travail pour ces formations-là, et que c'est autre chose, c'est peut-être la discipline qui est derrière. Enfin, je ne sais rien. Mais... Et c'est là qu'on peut peut-être basculer du côté de l'activité, plutôt que du travail. Parce que l'activité, c'est la manière d'être au monde, dans le travail et ailleurs. Donc, merci à vous.